Nous avons récemment mené une étude prouvant que peu de pays sont capables d'atteindre une croissance économique de 8%. Ceci dit, la Chine, quant à elle, a pu faire évoluer son PIB de 6 points, soit 9%. Mais même si c'est le cas, elle devra s'attendre à rester sur ce seuil durant les prochaines années qui vont suivre. Elle avait toujours été classée à la 3e place et a aussi été considérée comme arriérée dans le passé avec un taux de chômage accru et une dette nationale. Le pays n'a réussi qu'à l'export de ses habitants. C'est pour ces raisons précises qu'il y a environ 70 millions de personnes dans le monde entier. De ce fait, le gouvernement, les entreprises concernées, toute entité et personne morale concernée ont décidé de créer un programme visant à un changement radical du gouvernement. Cette lutte durera quant à elle plus de 15 ans. En ces temps, beaucoup de gens rêvent de s'y installer. De nos jours, c'est le pays le plus riche d'Europe, après le Luxembourg, et sa croissance économique double celle des autres pays dans l'UE. Ici, l'enseignement supérieur a été rendu presque gratuit. Les femmes ont été retirées des cuisines, 40% de l'électricité sont produites à partir de sources renouvelables, et les impôts sur les sociétés sont les plus bas d'Europe. Des entreprises de pointe du monde entier et des industries comme la pharmacologie et la médecine, la haute technologie s'est précipité dans ce pays avec une main-d'œuvre anglophone éduquée. Même le géant Google a fini par s'installer et a mis en place son centre d'opération européen dans la zone. Tout comme eBay, 70 000 citoyens polonais travaillent aux côtés des Slovaques et des Croates. L'entreprise allemande mène une grande victoire avec sa marque BMW de 70 000 $. Et le pays occupe la 3e place dans le classement mondial du PIB, dépassant le Qatar et la Suisse. C'est ça, l'Irlande maintenant. Si quelqu'un avait dit que l'Irlande deviendrait plus riche que la Grande-Bretagne dans les années 70, il aurait été considéré comme un utopiste. Le climat est froid, il n'y avait pas d'infrastructures modernes. Le commerce et la finance passaient par eux pour aller vers l'Angleterre, mieux lotie. Après avoir vu la fuite intense de la jeunesse irlandaise vers l'Union européenne, les sceptiques ont pensé que l'Irlande était sans espoir. Vers la fin des années 80, à ce jour, l'Irlande est à son apogée. Les 17% de son taux de chômage vient de faire place à une croissance impressionnante du marché d'emploi. L'inflation élevée est devenue une histoire et le budget du pays est sorti de son déficit. Ainsi, le gouvernement a pu ouvrir le commerce et la libre concurrence. Depuis le milieu des années 90, l'Irlande est appelée le tigre celtique, par analogie avec les économies en pleine croissance de Singapour et de la Corée du Sud à partir de 1996 et pendant presque les 10 années suivantes. Le PIB irlandais a augmenté de 7,1% par an. Pour mettre cela en perspective, la croissance rapide des pays asiatiques était de 4,3%. Le Tigre a réussi à faire le bond décisif, mais après 2010, durant la crise mondiale, les critiques ont pensé qu'il n'avait pas atterri en douceur. Découvrons comment l'Irlande est devenue un pays où tout s'est bien passé, puisque selon certaines personnes, comment un pays de seulement 5 millions d'habitants peut-il avoir plus de 1000 sociétés internationales ? L'Irlande est le seul pays de l'UE qui a connu une croissance économique en 2020. Une augmentation de 3,4% du PIB a été observée alors que l'économie mondiale a décliné. L'île continue d'accumuler un nombre impressionnant d'investisseurs étrangers directs. Entre-temps, il pourrait être intéressant d'emprunter certaines de leurs idées en matière de système fiscal qui ont été l'un des facteurs qui ont transformé le pays en une oasis informatique impressionnante.
Mais au milieu du XXe siècle, l'Irlande était un pays agraire. Environ 60% de la population étaient des villageois et plus de 40% des résidents valides travaillaient dans des fermes. L'économie agraire du pays dépendait fortement des exportations vers le marché britannique. L'Irlande est restée à l'écart pendant l'après-guerre et elle a été laissée de côté durant le boom économique de l'après-guerre qui a envahi l'Europe. La qualité de vie baisse, le nombre d'immigrants augmente et à partir de 1960, la population du pays était tombée à 2,8 millions d'habitants. 8 millions à titre de comparaison. En 1840, c'était l'un des pays les plus densément peuplés d'Europe avec une population de près de 8 millions d'habitants. Sauf que, depuis la fin des années 50, tout a changé. L'homme fort du pays, faisant office de Premier ministre et portant le nom de Sean Lamaze, a créé une nouvelle politique économique avec les mots « The tide raised all ships », ce qui signifiait que s'il pouvait stimuler l'ensemble de l'économie irlandaise, les riches comme les pauvres en sortiraient gagnants. Des allègements fiscaux sont mis en place ainsi que des subventions pour les entreprises et les investisseurs étrangers. En 1957, le taux d'imposition des sociétés transnationales est abaissé à 0%. La combinaison du paiement d'un impôt de 0% sur les bénéfices, de la réduction des dépenses de main-d'œuvre et de la diffusion de la langue anglaise attire les industriels américains. L'afflux d'investisseurs étrangers directs dans l'économie nationale a commencé. En 1967, la gratuité de l'enseignement supérieur a été adoptée, de même que la gratuité du transport vers l'université pour les étudiants en 1970. Une agence pour la croissance industrielle a été créée à Dublin. Elle travaille sur les nouvelles technologies et avec les investisseurs étrangers directs qui fournissent activement des subventions et des remises financières aux entreprises en pleine croissance. En 1973, l'Irlande a rejoint la communauté économique européenne et les entreprises locales ont eu accès à un vaste marché du travail. L'Irlande a instauré le libre-échange avec la Grande-Bretagne et la plupart des pays européens. Depuis 1973, les agriculteurs irlandais ont accès à des subventions provenant du budget de la CEE. Mais malgré les réformes, l'île n'a pas décollé. Au début des années 70, la qualité de vie était encore inférieure à celle des régions les plus pauvres de Grande-Bretagne, en raison de la crise du carburant et d'une politique anti-crise incorrecte. Le gouvernement a réagi à la crise en augmentant les impôts, mais la situation économique n'a fait qu'empirer en 1980. L'Irlande commence à être appelée l'homme malade de l'Europe. Bien que plusieurs membres du gouvernement tentent d'enrayer le déclin de la qualité de vie à l'aide de politiques fiscales en augmentant les dépenses publiques et en réduisant le taux d'imposition, cependant le pays connaît une forte inflation, un chômage élevé, une croissance économique plus lente, une instabilité et une forte immigration. Son point le plus bas, et le gouvernement a décidé de réduire les impôts autant que possible. C'est alors qu'a commencé l'étonnante croissance économique du pays qui a pris le monde d'assaut. La diminution de la charge fiscale pour stimuler l'économie au milieu des années 80 vient de Grande-Bretagne. L'administration de Margaret Thatcher a diminué l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 52 à 35%. Le taux d'imposition des sociétés en Irlande a baissé progressivement de 40 à 12,5% et le taux d'imposition était de 20 à 30% inférieur à la moyenne en Europe. En dernier ressort, 15% des recettes fiscales du budget irlandais cumulé proviennent de l'impôt sur les sociétés, alors que cet impôt analogue en France est de plus de 30% et ne représente que 5%. Il était donc vraiment plus rentable pour les entreprises étrangères d'organiser leur localisation et leur production centrale en Irlande. Il est également utile de mentionner que le gouvernement irlandais a annoncé une amnistie fiscale, un système simple de légalisation des revenus précédemment. Les revenus cachés des organisations fiscales tout en permettant l'impôt doit être payé sans amende supplémentaire dans un certain délai. Néanmoins, il est bon de rappeler que le simple fait d'alléger la charge fiscale n'a pas fait de l'Irlande un pays prospère parce que le climat et même
excellent pour les serveurs et les centres de données. Dans l'ensemble, le plan du gouvernement prévoyait de réduire les impôts, de privatiser les administrations publiques, de réformer le secteur social et d'accroître la concurrence, ainsi que la réduction de la dette nationale. En plus de la baisse des impôts, le gouvernement a proposé des subventions pour le capital d'investissement des grandes entreprises étrangères. Les investisseurs, les entreprises du secteur technologique comme Dell, Intel et finalement Google ont investi en Irlande des dizaines de milliards de dollars dans des centres de production et de services. Les entreprises américaines ont également reçu la garantie du gouvernement qu'elles n'interviendraient pas dans leur travail. Ce n'est qu'au début des années 1990 qu'une autre excellente idée était de créer un centre de services financiers internationaux à Dublin. Commencée dans les années 60, la réforme de l'éducation a porté ses fruits assez rapidement. Dès le début, plus de la moitié de la population avait reçu un enseignement universitaire. D'ailleurs, le système éducatif actuel se situe dans les 10 premiers du monde et les grandes entreprises trouvent facilement des travailleurs qualifiés en Irlande. La population du pays est comparativement jeune, l'âge moyen étant de 35 ans contre 45 ans en Allemagne. Par exemple, une autre règle importante s'ajoute, c'est que tous les Irlandais parlent anglais, ce qui s'avère nécessaire pour les sociétés américaines qui veulent construire des bureaux en Europe. Ainsi, de 1994 à 2000, le taux de croissance du PIB irlandais a varié de 6 à 11% par an et de 2003 à 2007. Le taux de croissance moyen était de 5% avec un chômage passant de près de 20% à la fin des années 1980 à 23,5% en 2007. Ainsi, l'Irlande a survécu à la crise grâce à des mesures énergiques en diminuant le déficit budgétaire et elle reste attractive pour les entreprises. C'est principalement dans le domaine de l'informatique qu'elle y parvient en partie et aussi grâce à son système fiscal. Les dépenses de la R&D peuvent être utilisées pour payer 12,5% de l'impôt sur les sociétés. Ils ont été réellement mis en œuvre dans les 3 années suivant leur formulation. Ainsi, l'île a des bureaux d'environ 40 et des sociétés transnationales dans le secteur des boissons alimentaires et des aliments pour enfants comme Coca-Cola, Pepsi, Ferraro et bien d'autres. Grâce à la haute qualité des aliments pour animaux, l'Irlande est devenue la base de production pour 3 des 4 plus grands producteurs de lait maternisé du monde. L'exportation mondiale des produits fait 15%. L'Irlande a également été en mesure de prendre les rails de l'industrialisation. Dans les années 60, le gouvernement irlandais a décidé de miser sur la croissance de l'industrie pharmaceutique. Il a ouvert plusieurs sites de production qui synthétisent des matières premières pour la fabrication de médicaments. Aujourd'hui, ces produits représentent 60% des exportations du pays. Les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde ont une production en Irlande. Une nouvelle et bonne réforme a été adoptée en 2011 par la demande de certains créanciers pour l'augmentation progressive de l'âge de la retraite de 60 à 68 ans. Et comme tout le monde l'attendait, le peuple a approuvé cette démarche. Les Irlandais n'aimaient pas du tout se laisser faire. C'est un peuple travailleur et ouvert d'esprit. Donc, ils ont dit que si l'espérance de vie augmentait, il était tout à fait normal de travailler plus longtemps. Les paiements pour l'utilisation de l'eau ont suscité beaucoup plus d'indignation et même de protestation. Mais pour réduire le déficit élevé et destructeur, la plupart des Irlandais ont accepté des mesures beaucoup plus utiles, comme la diminution des allocations pour les étudiants universitaires, la réduction des subventions pour les chômeurs et les enfants, et l'augmentation des impôts pour les coûts supplémentaires. Cette prise de conscience a été extrêmement importante pour sortir de la situation de crise. Maintenant, pour un pays qui était principalement agraire il y a 30 ans, l'agriculture ne représente plus que 1,5% du PIB, alors que l'industrie en rapporte environ 40%. Elle a en conséquence atteint en 2020 les travailleurs étrangers tout en occupant la première place en Europe pour la facilité de paiement des impôts. Une grande enjambée vers un meilleur avenir. De nos jours, l'Irlande est en tête de liste dans le classement mondial des pays ayant créé des sociétés de grande envergure pour la croissance sociétale. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, il ne vous reste plus qu'à laisser un petit pouce bleu,
Et si vous avez aussi visité ce pays, racontez-nous votre version des faits. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.